Ceci est plus qu'étrange. C'est le genre d'histoire qui vous fait d'abord sourire, puis revenir en arrière, puis regarder une deuxième fois, avant de réaliser soudain que vous n'êtes plus aussi certain qu'au début. Ce matin, des visiteurs et des employés du National Trust auraient en vue quelque chose au Giant's Causeway qui, en théorie, ne devrait tout simplement pas être possible. Selon plusieurs témoignages, le légendaire Finn aurait disparu sous leurs yeux, dans une ouverture qui s'était formée au beau milieu de la paroi rocheuse. Pas dans une grotte, pas dans une fissure, mais dans quelque chose qui ressemblait à une porte, au Giant's Causeway, en Irlande, parmi les colonnes de basalte sombre qui s'élèvent depuis des siècles hors de la mer, comme un escalier destiné aux géants. Plusieurs touristes affirment avoir vu une immense dalle de pierre pivoter. Elle ne s'est pas brisée, elle n'a pas glissé, elle ne s'est pas détachée de la falaise. Elle s'est ouverte, proprement, silencieusement, comme si elle avait été conçue pour cela. Puis elle s'est refermée. Et après cela, il ne restait plus rien. Aucune ligne, aucune fissure, aucune poussière, aucun indice laissant penser que cette masse rocheuse s'était déplacée. Bien sûr, presque personne ne les a crus, parce que la pierre ne se comporte pas ainsi. Le basalte ne s'ouvre pas comme une porte. Le basalte se fissure, s'effrite, s'érode et finit un jour par se fragmenter. Mais il ne pivote pas avant de se remettre parfaitement en place dans la paroi, comme si rien ne s'était jamais produit. Et pourtant, quelqu'un ne parvenait pas à oublier ce qu'il avait vu. Kieran O'Hara n'était pas un homme qui collectionnait les histoires de fantômes. Ce n'était pas un aventurier muni d'une caméra. Ce n'était pas non plus quelqu'un qui passait son temps à chercher des monstres sur Internet. Il avait été archéologue de terrain. Pendant des années, il avait participé à des relevés topographiques, à des études de sol et à des analyses structurelles à travers toute l'Irlande. Il avait appris à lire la roche, à reconnaître les traces, à distinguer l'imagination des faits. C'était un homme prudent, méthodique, le genre de personne qui préfère garder le silence plutôt que d'affirmer quelque chose qu'elle ne peut pas démontrer. Mais lorsqu'Ohara visionna les courtes vidéos qui circulaient ce jour-là entre chercheurs, collectionneurs et simples curieux, il ne vit pas la même chose que les autres. Les autres voyaient le mouvement, lui voyait l'arête, la ligne exacte où la roche semblait s'être séparée de la roche. Et c'est précisément cette ligne qui allait devenir une obsession. Avant de vous raconter ce qu'il découvrit plus tard dans cette paroi, retenez un détail. Si cette histoire vous intrigue ne serait-ce qu'un peu, abonnez-vous maintenant, pas plus tard, maintenant. Les histoires de ce genre disparaissent vite, surtout lorsqu'elles sont trop dérangeantes, trop étranges ou trop difficiles à classer. Un simple clic ne prend qu'un instant, ne coûte rien et vous permettra d'être là lors de la prochaine découverte, lorsque quelque chose d'autre s'ouvrira alors qu'il aurait dû rester fermé. Car ce qu'Ohara remarqua dans cette vidéo n'était pas simplement un mouvement étrange, c'était une absence, l'absence de tout ce qui aurait dû être visible. Le basalte se forme lorsque la lave refroidit. Au Giant's Causeway, ce phénomène s'est produit de façon spectaculaire. D'immenses coulées de lave épaisses et brûlantes se sont refroidies, se sont contractées et ont donné naissance à ces célèbres colonnes hexagonales qui semblent aujourd'hui avoir été placées là intentionnellement. Imaginez de la boue humide exposée à un soleil brûlant. En séchant, elle se contracte et se fissure. Avec la lave, le principe est similaire, mais à une échelle bien plus vaste, plus lente et faite de pierre. Ces fissures créent des motifs, de la géométrie, de l'ordre. Mais c'est l'ordre produit par la chaleur, la tension et le refroidissement. Pas l'ordre de charnières, de portes ou de mécanismes cachés. Et c'était là tout le problème. Et si un bloc de basalte se déplace, il doit laisser des traces. Toujours. De la poussière sur la cassure, de minuscules éclats, des micro-fissures, des marques de frottement. Une ligne plus claire à l'endroit où la pierre a glissé contre la pierre. N'importe quel indice montrant que deux surfaces se sont séparées avant de se rejoindre à nouveau. Sur les images, rien de tout cela n'était visible. Aucune arête friable, aucune poussière tombant au sol, aucune modification dans la roche environnante. La dalle bougeait, se refermait, puis la paroi redevenait parfaitement intacte. Pour la plupart des spectateurs, c'était la preuve que la vidéo était truquée. Pour O'Hara, c'était précisément la raison de regarder de plus près. Il passa les clips image par image, il chercha une coupure, des défauts de compression, une ombre capable de simuler un mouvement, un décalage dans l'image qui aurait pu trahir un montage. Mais plus il cherchait, moins il trouvait. Et c'était pire que n'importe quelle preuve évidente. Car, en général, un mensonge finit par se désagréger lorsqu'on l'observe assez lentement. Celui-ci ne le faisait pas. Alors O'Hara fit quelque chose qui ne lui ressemblait pas. Il se rendit seul sur la côte, sans autorisation, sans équipe, sans prévenir personne. Il ne voulait pas forcer la porte. Cela aurait été l'erreur la plus évidente. L'endroit où la dalle rocheuse se serait ouverte se trouvait dans du basalte massif. Forer directement à cet endroit aurait pu prendre des heures, peut-être des jours, et le moindre mauvais appui aurait pu endommager la paroi ou déstabiliser une partie de la falaise. O'Hara ne cherchait pas la porte, il cherchait la faiblesse à côté. Le basalte n'est pas identique partout. Lorsque la lave refroidit, elle crée différentes densités, des tensions internes et des orientations particulières dans la roche. Pour un simple visiteur,
Tout ressemble à de la pierre sombre. Mais pour quelqu'un qui a travaillé assez longtemps avec la roche, il existe des différences, de légères variations de couleur, de texture, d'éclat, de direction de fracture. O'Hara passa la main sur la paroi. Il suivit des lignes fines, presque invisibles, des transitions discrètes, des endroits où la lumière semblait se poser autrement sur la surface. Pendant des heures, il progressa le long de la falaise, jusqu'à trouver un point qui ne se situait pas sur la prétendue porte, mais suffisamment près d'elle. Si un vide ou un passage se trouvait réellement derrière cette paroi, alors un forage à cet endroit pourrait peut-être l'atteindre. D'une certaine manière, il ne frappait pas à la porte, il frappait sur le mur juste à côté. Puis, il posa la perceuse contre la roche. L'appareil n'avait rien d'exceptionnel pour des travaux lourds dans la pierre et la maçonnerie. Un puissant marteau perforateur, prolongé par plusieurs raccords, afin de pénétrer profondément dans la roche sans élargir inutilement le trou. Un petit diamètre signifiait moins de traces, moins de risques, moins de modifications visibles à la surface. Au début, tout se déroula normalement. Le forêt mordait lentement dans le basalte. La résistance était dure, régulière, prévisible. Une poussière sombre s'écoulait du trou. Les vibrations dans l'outil ressemblaient exactement à celles d'une roche volcanique massive. Aucun vide, aucune fracture, aucun signe indiquant que derrière il puisse y avoir autre chose que davantage de pierres. Les minutes passèrent. O'Hara travaillait avec prudence. Pression, angle, pause, chaleur, puis il reprenait. Encore de la pression, encore de la poussière, puis la résistance disparut, pas progressivement, d'un seul coup. Un instant plus tôt, le forêt luttait contre la roche dure. L'instant suivant, il s'enfonçait dans le vide. L'outil bondit vers l'avant de plusieurs centimètres avant qu'O'Hara ne parvienne à l'arrêter. La lourde sensation de broyage devint soudain creuse, ouverte, vide. Il coupa la perceuse. Et dans le silence, avant même d'avoir vu quoi que ce soit, il sut déjà qu'il n'y avait plus de roche normale derrière cette paroi. Il avait ouvert quelque chose. Et maintenant, il devait décider s'il voulait vraiment regarder à l'intérieur. Il n'agrandit pas tout de suite l'ouverture. À la place, il fit quelque chose que presque personne ne comprit par la suite. Il écouta. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est précisément ce moment qui le hanta plus tard plus que tout le reste. Il retint son souffle et attendit. Aucun courant d'air ne sortit du trou. Aucun sifflement discret, aucun écho, aucun froissement, aucun indice qu'un espace plus vaste se trouvait de l'autre côté. Rien. Et c'était justement le problème. Lorsqu'on perce dans une roche côtière, on s'attend normalement à une réaction. L'air bouge, l'humidité modifie les pressions. Les fissures cachées relient les cavités à d'autres parties du massif. La mer, au fil des siècles, s'insinue dans la moindre faiblesse. Les espaces totalement fermés sont rares, mais ici, il n'y avait rien, aucun mouvement d'air, aucune variation. C'était comme s'il n'avait pas simplement atteint une cavité, mais un espace qui était resté parfaitement scellé depuis très longtemps. Plus O'Hara y pensait, plus cette idée devenait inconfortable, car si cette zone était vraiment entièrement close, une question simple s'imposait. Comment quelque chose avait-il pu y entrer? Ou peut-être la question la plus inquiétante était-elle différente? Y était-il seulement entré un jour? Peut-être était-ce là depuis toujours? Il décida d'élargir l'ouverture avec précaution. Pas beaucoup, juste assez pour faire passer une petite machine, car une chose était certaine pour lui, il n'irait pas lui-même à l'intérieur. Si quelque chose se trouvait réellement derrière cette paroi, il voulait d'abord le voir à distance. La machine qu'il choisit était petite et solide, un robot télécommandé sur chenille, équipé d'une caméra frontale et de ses propres lampes LED. Rien de spectaculaire, exactement le genre d'appareil utilisé pour inspecter des puits, des tunnels et des zones difficiles d'accès. Il plaça le robot devant l'ouverture, vérifia la connexion, contrôla l'alimentation, puis il le fit lentement rouler à travers le trou. Plus tard, O'Hara dira que cet instant lui avait donné l'impression de descendre une sonde dans des eaux profondes. On voit l'obscurité devant soi, on sait qu'il pourrait y avoir quelque chose, mais on ignore totalement quoi. La caméra disparut derrière la paroi. Pendant un instant, l'écran ne montra que du basalte brut, des surfaces irrégulières, des structures sombres, rien d'inhabituel. Puis O'Hara remarqua quelque chose d'étrange. Le sol, il était trop plat, pas parfaitement plat, mais différent de ce qu'il aurait dû être. Les cavités naturelles présentent aussi généralement une structure chaotique. Des pierres tombées, des fragments rocheux, des surfaces inégales, des arêtes tranchantes. Ici, le terrain semblait curieusement lissé, pas comme un sol moderne, plutôt comme une surface qui avait été travaillée ou modifiée à un moment donné. Le robot continua d'avancer, mètre après mètre. La caméra éclairait les environs. Puis, soudain, une première forme apparut dans le faisceau lumineux. Au début, O'Hara ne parvint pas à comprendre ce qu'il voyait. Quelque chose pendait du plafond, puis une autre forme, puis encore une. Un groupe d'objets sombres flottait au-dessus du sol, pas très haut,
haut, pas très bas, simplement suspendus là. Leur surface réfléchissait à peine la lumière. Au contraire, elles semblaient mates, éteintes, comme si elles absorbaient en l'éclairage. La caméra ne parvenait pas à distinguer clairement leurs contours. Chaque fois qu'Ohara croyait avoir identifié leur forme, celle-ci semblait légèrement changer. Pas de façon spectaculaire, pas de manière évidente, juste assez pour créer un doute. Il immobilisa le robot, zooma sur l'image, regarda de nouveau. Les objets ne bougeaient en haut pas réellement, et pourtant ils ne paraissaient jamais exactement identiques, comme si leur position variait imperceptiblement, comme si quelque chose les influençait. Cela n'avait aucun sens. L'espace était scellé, il n'y avait pas de vent, aucun courant d'air, aucune cause évidente à un mouvement quelconque. Et malgré cela, l'impression persistait. Ces formes ne semblaient jamais totalement immobiles. Ohara les observa pendant plusieurs minutes, puis il se força à continuer. Le robot passa lentement sous les objets suspendus, et c'est alors que la caméra remarqua autre chose. Le sol avait changé de couleur. Des taches sombres s'étendaient entre les structures rocheuses. De petites accumulations de liquide recouvraient certaines zones de la surface. Elles n'étaient ni profondes ni vastes, mais elles étaient nombreuses. Les projecteurs du robot frappaient ces flaques. La lumière s'y brisait en reflets irréguliers. Quelque chose semblait étrange dans la façon dont elles se comportaient. Les reflets ne paraissaient jamais complètement immobiles. Même lorsque le robot s'arrêtait, il semblait se modifier légèrement. Ohara ne pouvait pas déterminer si le liquide bougeait réellement ou si la surface située en dessous était instable. Aucune de ces deux possibilités ne lui plaisait. Le robot poursuivit sa route. Derrière les formes suspendues, la vue se dégagea brièvement. Le plafond devenait plus haut. Le faisceau lumineux portait plus loin. Pendant quelques mètres, tout sembla presque normal. Puis, l'air commença à changer. Au début, Ohara ne le remarqua qu'à travers la caméra. L'image devenait plus douce. Les contours perdèrent leur netteté. Les distances s'amassaient plus difficiles à évaluer. Un voile léger flottait dans l'atmosphère. Pas un brouillard épais, plutôt une sorte d'humidité suspendue, trop légère pour retomber sous forme de gouttes, mais suffisamment dense pour perturber la visibilité. Les rayons des lampes se dispersaient, oui. L'obscurité semblait absorber la lumière. Plus le robot avançait, plus cet effet devenait prononcé. Et en même temps, le sol changeait lui aussi. La surface auparavant relativement lisse devenait plus irrégulière. De petites dépressions apparaissaient. Le liquide sombre s'y accumulait. Les chenilles laissaient désormais des traces visibles, comme si elles roulaient sur une fine couche de matière qui n'était ni vraiment de la roche, ni réellement un liquide ordinaire. Ohara observait chaque mouvement. Il remarqua que la machine glissait parfois légèrement. Les commandes répondaient avec un infime retard. Pas assez pour déclencher une alarme, mais suffisamment pour attirer son attention. Puis la caméra se dirigea par hasard vers le plafond, et tout changea. Là-haut se trouvait quelque chose qui n'avait rien à faire dans une cavité naturelle. Au début, Ohara ne distingua que des lignes droites, trop droites. Elles traversaient le plafond. Certaines étaient partiellement cachées par la roche, d'autres restaient au nez visible. Le robot avança encore un peu. L'angle de la lumière changea, et les lignes apparurent plus clairement. On aurait dit que des structures étaient directement intégrées dans le plafond. Elles n'étaient pas suspendues, pas fixées après coup. Elles semblaient incorporées à la roche elle-même. Elles se prolongeaient dans l'espace à intervalles réguliers, parallèle, ordonné, contrôlé. Ohara resta figé devant l'écran, car c'était précisément le moment où sa formation scientifique commençait à se retourner contre lui. Le basalte présente des motifs, beaucoup de motifs, des colonnes, des fractures, des formes géométriques. Mais toutes ces structures sont le résultat de processus physiques. Le refroidissement, la tension, la pression. Aucun de ces phénomènes ne produit des éléments horizontaux parfaitement alignés et espacés de manière régulière. Et c'était exactement ce qu'il croyait avoir sous les yeux. Il ne pouvait pas encore prouver ce qu'étaient ces structures, mais il savait ce qu'elles n'étaient pas. Elles n'appartenaient à aucune formation naturelle connue, et cela signifiait que la véritable découverte ne faisait peut-être que commencer. Ohara fit avancer le robot, lentement, avec précaution. Chaque mouvement était calculé, comme s'il traversait un espace dont il ignorait s'il était réellement vide. Au-dessus de lui, les étranges structures défilaient. Elles disparaissaient parfois dans la roche avant de réapparaître quelques mètres plus loin. Et plus il les observait, plus un détail le troublait. Leurs espacements étaient étonnamment réguliers, pas approximativement réguliers, pas simplement similaires, presque identiques. Et un autre détail refusait de quitter son esprit. La position de ces lignes semblait correspondre aux formes suspendues qu'il avait traversées plus tôt, comme si les deux faisaient partie d'un même système, comme si les objets sombres n'étaient pas là par hasard, comme
s'ils étaient maintenus par quelque chose de caché profondément dans la roche. Cette pensée ne lui plaisait pas du tout, car si ces formes étaient réellement fixées à quelque chose, cela signifiait qu'une intelligence quelconque les avait placées là, quelqu'un ou quelque chose. Le robot poursuivit sa progression, 5 mètres, puis 10, l'humidité dans l'air augmentait, de petites gouttelettes commencèrent à se déposer sur l'objectif. Au début, elles étaient presque invisibles, puis elles fusionnèrent entraînées plus larges. À plusieurs reprises, O'Hara dut légèrement incliner la caméra afin que l'eau glisse et libère la vue. Malgré cela, la qualité de l'image se dégradait. Les détails devenaient flous, les contours perdaient leur précision. Et pourtant, il continuait d'avancer. À présent, la machine se trouvait loin derrière l'endroit où le forêt avait percé la paroi. Cette pensée lui paraissait étrange. Derrière lui se dressait un immense mur de basalte massif. Devant lui s'étendait un espace dont personne ne connaissait l'existence, ou du moins dont personne ne reconnaissait officiellement l'existence. Au début, la liaison radio demeura stable, puis apparut un premier scintillement, une fraction de seconde à peine. L'image se brouilla, puis tout redevint normal. O'Hara fronça les sourcils. Ce genre d'interférence pouvait avoir de nombreuses causes. L'humidité, la roche, l'atténuation du signal. Rien d'inhabituel en soi, mais peu après survint une deuxième perturbation, puis une troisième. Les coupures devenaient plus fréquentes, toujours pas dramatiques, mais suffisamment visibles pour attirer l'attention. Le robot se trouvait maintenant à environ 10 mètres dans cette zone inconnue, puis 15. La visibilité diminuait, l'air semblait plus dense, presque lourd, et c'est précisément à cet instant que quelque chose se produisit, quelque chose qu'Ohara ne parvint jamais à expliquer complètement. Ce ne fut qu'un instant, si bref qu'il faillit passer inaperçu. Un éclair, pas celui de la caméra, pas celui des projecteurs, pas celui du robot. Une lumière, plus loin, au-delà du champ visible. Elle apparut soudainement, puis disparut aussitôt. L'éclair n'était pas particulièrement intense, mais suffisamment lumineux pour se détacher nettement de l'obscurité environnante. L'humidité suspendue dans l'air capta cette lumière et la dispersa dans l'espace. Pendant une fraction de seconde, le voile de brume devant la caméra devint visible. Puis, tout s'évanouit. L'obscurité, le silence, aucune explication. O'Hara immobilisa immédiatement la machine. Il fixa l'écran, attendit, rien. La zone devant lui demeurait noire. Aucune nouvelle lumière, aucun mouvement, aucun bruit. Il relança l'enregistrement. Image après image, photogramme après photogramme. La lumière était là, visible sur plusieurs images successives. Ce n'était pas une erreur. Pas un reflet, pas une défaillance de la caméra. Quelque chose avait produit de la lumière, quelque chose se trouvait plus loin, quelque chose possédait sa propre source lumineuse. Pour la première fois, O'Hara envisagea sérieusement d'abandonner l'exploration. Pas parce qu'il croyait qu'un monstre se cachait dans les profondeurs, pas parce qu'il se mettait soudain à croire aux légendes, mais parce que le nombre de choses qu'il ne pouvait expliquer augmentait sans cesse. La porte, la chambre scellée, les formes suspendues, les structures intégrées dans la roche. Et maintenant cette lumière. Chaque élément, pris séparément, pouvait peut-être recevoir une explication naturelle. Mais réunis, ils formaient autre chose, quelque chose qu'il ne parvenait plus à classer. Malgré tout, il continua. Peut-être par curiosité, peut-être par obstination, peut-être parce qu'il espérait qu'au détour suivant se trouverait enfin une réponse simple. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, les conditions empirèrent. Le sol devenait plus mou, les accumulations de liquide sombre s'élargissaient, les chenilles perdaient de plus en plus souvent leur adhérence. La machine glissait, retrouvait brièvement son équilibre, puis glissait de nouveau. Avancer devenait difficile, chaque mètre exigeait davantage d'efforts. Dans le même temps, le signal se dégradait. Un bruit statique apparaissait à l'écran, des lignes horizontales traversaient l'image. Par moments, la transmission se figeait complètement, puis revenait. O'Hara vérifia plusieurs fois son matériel. Tout fonctionnait correctement. Le problème ne venait pas de lui. La cause se trouvait là-bas, devant, ou du moins dans la région vers laquelle avançait le robot. La même région où la lumière était apparue. Cette idée ne cessait de revenir. Son unique caméra se dirigeait droit vers cette source. Si source il y avait réellement, si tout cela n'était pas une illusion. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait vu cet éclair plusieurs fois, photogramme après photogramme. La preuve existait. Le robot atteignit environ 20 mètres de profondeur. Et c'est là que le voyage prit fin. Pas brutalement, pas de manière spectaculaire, mais lentement. Le terrain devenait de plus en plus instable. Les chenilles tournaient dans le vide. La matière meuble était repoussée de chaque côté. Mais la machine avançait à peine. O'Hara tenta de petites corrections de trajectoire, puis des ajustements plus importants. Rien n'y fit. Les chenilles s'enfonçaient davantage. Le véhicule restait pratiquement immobile. En même temps, la liaison se détériora encore. L'image se mit à disparaître par intermittence. Plusieurs secondes entières s'effaçaient. Puis le signal revenait, toujours accompagné de parasites, toujours accompagné de distorsions. Il calcula rapidement les conséquences
conséquence d'une perte totale de connexion. Le robot serait perdu, les images peut-être aussi, et il n'existait aucun second accès, aucune autre entrée, aucune route alternative, aucun moyen réaliste de récupérer l'appareil. Il se trouvait à 20 mètres de profondeur dans une cavité inconnue, derrière une immense paroi rocheuse, seul, sans assistance, sans qu'aucune personne ne sache réellement où il se trouvait. Pour la première fois de la journée, il prit une décision qui n'était pas motivée par la curiosité, mais par la prudence. Il allait faire demi-tour. Plus tard, O'Hara affirma que sa décision était purement technique. Le terrain était devenu impraticable, le signal trop faible, le risque trop important. Et tout cela était vrai. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'exprima jamais complètement. Car il existe une différence entre un robot qui ne peut plus avancer et un homme qui ne souhaite plus qu'il avance davantage. Même des années plus tard, O'Hara n'était toujours pas certain de savoir lequel de ces deux motifs avait pesé le plus lourd. Lorsqu'il était parti ce matin-là, il s'attendait à trouver une explication, une cavité, une anomalie géologique, peut-être même une supercherie particulièrement élaborée. Mais à présent, il ne cherchait plus de réponse. Il voulait simplement sortir de là. Lentement, le robot commença à reculer, mètre après mètre. Il s'éloignait de l'obscurité qui s'étendait devant lui. Et pourtant, malgré le fait qu'il savait s'éloigner de cette zone inconnue, O'Hara éprouvait une sensation profondément désagréable. L'impression que quelque chose était resté là-bas, quelque chose qui l'avait observé, ou qui l'attendait simplement, quelque chose qui se trouvait toujours dans l'obscurité tandis que sa caméra entreprenait le chemin du retour. Le trajet de retour fut lent et silencieux, aucune nouvelle lumière n'apparut, aucun mouvement ne fut enregistré. Pourtant, O'Hara ne ressentit jamais le moindre soulagement. Lorsque le robot atteignit finalement l'ouverture percée dans la roche et revint à l'air libre, il savait déjà qu'il ne possédait aucune explication satisfaisante. Les semaines suivantes furent consacrées à l'analyse des images. Des géologues examinèrent les enregistrements. Des spécialistes étudièrent les structures visibles. Mais personne ne parvint à expliquer l'ensemble des phénomènes observés. La prétendue porte, la chambre parfaitement scellée, les formes suspendues, les lignes régulières intégrées à la roche, et surtout cette brève lumière surgit du fond de l'obscurité. Aujourd'hui encore, personne ne sait avec certitude ce qui se cache derrière cette paroi du Giant's Causeway. Peut-être une formation naturelle encore inconnue, peut-être les vestiges oubliés de quelque chose de beaucoup plus ancien, ou peut-être une découverte qui n'attend qu'une chose, que quelqu'un ait le courage d'aller plus loin. Car parfois, les questions les plus inquiétantes ne sont pas celles auxquelles on ne trouve pas de réponse, ce sont celles auxquelles on n'ose plus en chercher une.